les autres personnes nous rejoindront. Donc voilà, donc après avoir répondu à vos questions sur le trouble borderline au cours des premiers mois de l'année, on se retrouve aujourd'hui sur la Psy du Soleil pour inaugurer une nouvelle série de live thématiques. Ce cycle-là portera sur le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH. Il sera composé donc de 4 rendez-vous en direct, comme je vous le disais, qui permettront de répondre à vos questions après une courte introduction sur un aspect de la thématique, introduction qui aura lieu au tout début de chacun des lives. Donc, ce premier live thématique, je me répète, vous aurez la chance là de vous poser vos questions à 2 experts du TDAH qui travaillent au sein des hôpitaux universitaires de Marseille, le professeur David Da Fonseca, qui est pédopsychiatre, et Pauline Perry, un neuropsychologue donc à la PHM. Donc ces lives permettront de faire un tour d'horizon assez complet sur un trouble qui génère beaucoup de débats actuellement. Ils seront l'occasion de préciser ce qu'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, de rappeler combien de personnes vivent avec ce trouble, les symptômes du TDAH et les moyens de le diagnostiquer correctement, ainsi que la prise en charge et les accompagnements mis en place au service des personnes qui souffrent de ce trouble. On espère que ces lives donneront aussi des clés aux parents d'enfants TDAH et qui leur permettront de mieux gérer la situation et de faciliter la vie quotidienne de leurs enfants et de leur famille. Donc, professeur Da Fonseca et Pauline Perry, bonjour. Bonjour. Et merci bonjour à tous d'avoir participé à cette édition. Bonjour. Merci beaucoup, Samira, pour cette introduction. Alors, j'aimerais juste préciser qu'en effet, je suis neuropsychologue. Je travaille beaucoup sur la question du TDAH et plutôt chez l'adulte. Alors que donc, David Da Fonseca, il va travailler avec une population plutôt d'enfants et d'adolescents. Voilà, donc on se propose d'attendre vos questions, d'y répondre au fil de l'eau et d'y répondre le mieux possible. La thématique d'aujourd'hui, c'est quoi un vrai TDAH? Voilà. Pourquoi on a choisi ce sujet? C'est parce qu'effectivement, c'est un sujet polémique actuellement, mais depuis tout temps. Moi, je consulte, je reçois des ados et des jeunes adultes TDAH depuis plus de 25 ans, et ça a toujours été polémique. C'est probablement le trouble psychopathologique qui suscite le plus de polémiques, avec des gens qui pensent que ça n'existe pas, en disant, voilà, on est tous… Il y a beaucoup de stigmatisation et beaucoup de stéréotypes, avec l'idée on est tous hyperactifs, c'est lié aux écrans, mais en fait c'est un problème d'éducation, c'est les labos qui ont inventé le diagnostic, plein de stéréotypes, d'idées reçues. Et l'idée aujourd'hui, c'était en répondant à vos questions, de déconstruire ces stéréotypes, parce que c'est autant de perte de chance pour les jeunes patients, puisque ça retarde le diagnostic, ça va retarder la prise en charge adéquate, etc. etc. Donc, on va prendre les questions au fil de l'eau, et n'hésitez pas, on est là pour ça, en fait. Alors, n'hésitez pas à les poser dans le chat, pardon. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat dès le début du live, parce que souvent, on a les questions à la fin, on n'a plus le temps d'y répondre, donc n'hésitez pas. Donc, David, tu parlais d'un stéréotype qui est celui ce sont des enfants hyperactifs. On garde souvent la dernière partie du mot TDAH, qui est hyperactivité. Et en fait, ça ne se manifeste pas que par de l'hyperactivité, ça se manifeste par des troubles de l'attention et ou de l'hyperactivité. Et donc, l'hyperactivité, elle n'est pas systématique. On retrouve d'ailleurs plus souvent de l'hyperactivité chez les garçons que chez les filles. Et comme l'hyperactivité, c'est un symptôme plus bruyant et c'est plus ce qu'on attend d'une personne qui a un TDAH, parce qu'on parle d'hyperactif et pas forcément de TDAH, et ben ça fait que les garçons sont plus souvent diagnostiqués que les filles. Donc un autre stéréotype qui est le TDAH, c'est de l'hyperactivité, c'est qu'en fait ça va faire que les filles sont souvent moins bien diagnostiquées, plus tardivement que les garçons. Ce qui peut être un problème. Et d'ailleurs, ça ne se manifeste pas forcément de la même manière. On peut en parler. Je vais juste sur le chat pour
pour essayer de voir les questions qu'il y a. Ouais, complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. À l'époque, quand j'ai commencé à m'occuper de TDAH, on parlait de TADA. On parlait de troubles hyperactivité avec déficit de l'attention. Et ensuite, ça a été complètement modifié pour remettre effectivement l'attention au cœur du trouble. Parce que l'hyperactivité, elle est présente chez l'enfant, surtout garçon, mais très peu chez les filles, comme tu l'as dit. Et chez les adultes, elle est moins importante. Donc, c'est quand même bien d'avoir remis cette question de l'attention au centre de ce trouble. Donc, c'est une très bonne remarque et ça explique effectivement pourquoi les filles qui ont plutôt une forme attentionnelle sont sous-diagnostiquées et c'est également un problème parce que jusqu'à présent, on demande aux parents de consulter plus facilement dès lors que leur enfant est très bruyant, dérange la classe, renverse sa trousse, tombe de la chaise. C'est beaucoup plus dérangeant qu'une jeune fille rêveuse au fond de la classe et très distractible de par tous les stimuli qu'elle peut croiser, qu'elle peut percevoir. Est-ce que la prévalence, elle est la même Est-ce que la prévalence, elle est la même pour les filles et les garçons? Alors, chez les adultes, oui. Chez les adultes, oui. Chez les enfants, il y a un sexe ratio de 3 à 4 pour 1, mais c'est très relatif puisqu'il y a beaucoup de filles qui sont sous-diagnostiquées. Donc, en réalité, c'est des chiffres à prendre avec des pincettes. Et en parlant de prévalence, pour un trouble qui n'existe pas, on est quand même à 5% de la population chez l'enfant et aux alentours de 4% chez l'adulte. Donc, c'est quand même juste 4 fois plus que la schizophrénie, par exemple. Donc, c'est quand même c'est très, 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 très important. Un autre l'écart entre les diagnostics. Pardon, David, je commence déjà à te couper la parole. Vas-y, continue. C'est normal pour un webinaire sur le TDAH, c'est normal qu'on se coupe la parole. Puisque ça fait partie d'un de ces points importants. Il y a beaucoup de questions. Oui, il y a beaucoup de questions. On va les écouter. On envoie. Allez. On va les lire plutôt. Alors déjà, on nous demande de parler de la prise en charge, mais peut-être qu'on abordera ce point-là par la suite. Déjà avancer avec l'hyperactivité, souvent renvoyée à l'hyperactivité physique, mais pouvez-vous confirmer que l'hyperactivité peut aussi être au niveau de la pensée qui s'emballe? Oui, et d'ailleurs, on retrouve chez les enfants plus souvent d'hyperactivité motrice et ça se transforme en fait. C'est pas du tout, on ne retrouve pas les mêmes signes dans l'enfance et à l'âge adulte. Ces signes-là, ils évoluent. Et chez l'adulte, on va souvent retrouver une hyperactivité psychique, des pensées qui s'emballent et les personnes disent bon, j'ai vraiment du mal à m'accrocher à une pensée. C'est comme si lorsque j'arrivais à m'accrocher à une pensée, il y en avait une autre qui arrivait derrière et qu'en fait, j'arrivais pas à suivre le fil. Et c'est vrai que voilà, il va y avoir des difficultés de mémoire de travail, c'est-à-dire à maintenir des informations en tête et puis à les traiter de manière séquentielle, qui va faire que les personnes, elles vont avoir l'impression d'avoir des pensées qui partent dans tous les sens. Et donc, c'est plutôt les adultes qui vont avoir cette sensation-là d'avoir une espèce d'hyperactivité psychique, tout à fait. Elle n'est pas que motrice. David? Même chez les ados, on retrouve aussi ce changement avec l'hyperactivité motrice qui diminue, mais par contre, les difficultés attentionnelles et l'impulsivité qui perdurent aussi. Donc, c'est moins bruyant, moins visuel, mais c'est toujours aussi dérangeant pour la personne qui a du mal à faire focus et à focaliser son attention et à la maintenir suffisamment longtemps. Parce que c'est vraiment ça, le fondement du trouble, c'est la difficulté à maintenir son attention sur une cible suffisamment longtemps. Tu parlais de mémoire de travail, et pour utiliser la mémoire de travail, il faut avoir une attention soutenue suffisamment longtemps, sans quoi on se disperse. On parle de pensée en mode flipper, c'est-à-dire ça part dans tous les sens. Tout. Une bonne image, oui. J'aime bien demander aux patients, mais comment ils réfléchissent dans leur tête? Ils vous disent, ça part dans un sens, dans l'autre. Alors, c'est pas désorganisé, hein, mais ça part, c'est très, très vif et ça part dans tous les sens. Ce qui est important. Suffisamment longtemps. Pardon? Suffisamment longtemps, ça veut dire quoi? Combien de temps? Pour maintenir l'attention sur une cible, le temps de faire un exercice qui est posé en fonction, bien sûr, du niveau d'âge. Mais les TDAH, les troubles attentionnels,
se différencient des enfants de leur âge de par cette difficulté à maintenir l'attention suffisamment longtemps. En fait, le TDAH, c'est une personne qui est impatiente chronique. C'est-à-dire, dès que je commence quelque chose et qu'une envie, c'est de commencer autre chose. Et donc, la personne est toujours en mouvement dans sa tête, en l'occurrence, comme on vient de le dire. Dans son corps et dans sa tête, ou l'un ou l'autre, et souvent l'hyperactivité, elle vient compenser l'attention, elle vient faire en sorte de remobiliser l'attention. Et c'est pour ça que l'hyperactivité n'est plus au centre de la symptomatologie, que c'est le trouble de l'attention, parce que d'ailleurs, on peut se l'imaginer assez facilement nous-mêmes quand on est un petit peu à plat et qu'on va s'endormir. On fait bon, je vais me remettre, je vais commencer à bouger, et on voit qu'on se remobilise sur le plan physique et que en fait, ça nous remobilise aussi au niveau de l'attention. On observe ça chez des enfants le 14 juillet qui veulent pas aller se coucher, avant qu'il y ait le feu d'artifice et qui commencent à courir dans tous les sens comme ça et qui sont insupportables. Bon, voilà, c'est aussi pour arriver à se maintenir éveillé. L'hyperactivité, c'est aussi un moyen de se maintenir présent et de remobiliser son attention. Et ça, c'est assez important, je pense, à savoir. Alors, on a publié la question de Yann qui parlait d'hyperactivité cérébrale physique, pour le coup, et qui vient compléter la remarque et la question précédente. Je reprends ce que vient de dire Pauline, qui est très, très important. L'hyperactivité motrice, qui fait partie des symptômes, hein. En fait, elle n'est peut-être pas si pathologique que ça, cette hyperactivité motrice, parce qu'effectivement, elle permet de mobiliser, de faire focus. Il y a plein de manips qui vont dans ce sens de plus en plus et qui comparent des groupes auxquels on permet de bouger versus un groupe auquel on donne le même exercice sans bouger, et les performances sont pas les mêmes. C'est très, très intéressant. Donc, je vous suggère à tous de réfléchir en marchant. C'est beaucoup plus productif. Donc, ça nous fait repenser un peu la question des symptômes qui fait, pour le coup, la question de l'hyperactivité motrice, elle est à réinterroger. Et donc, ça me fait penser aux enseignants qui passent leur journée, malheureusement, par connaissance, à dire aux enfants d'arrêter de bouger. Mais plus on les contraint à rester figés, moins ils vont se concentrer. Donc, plus il va avoir des difficultés attentionnelles, plus il va être en difficulté. Et puis après, il y a une énergie comme ça qui est complètement réprimée et qui va les mettre en difficulté. Donc, très, très important. Donc, c'est vraiment un inversement. C'est vraiment le trouble de l'attention. Hein. On parlait de mémoire de travail, on parlait d'attention soutenue. Je vais faire le neuropsychologue. Il y a aussi la question effectivement du déficit d'inhibition. Pauline, peut-être que tu peux en parler mieux que moi, puisque tu es neuropsychologue. Mais c'est le fondement du trouble. Il n'y a pas de TDAH sans déficit d'inhibition. Oui, le déficit d'inhibition, c'est cette capacité à freiner une action qui serait parfois une action un petit peu automatique, celle qui est déjà activée dans notre cerveau au profit d'une autre action qui serait plus pertinente. Chez l'adulte, les implications de ces difficultés dans les signes, je vais commencer dans les signes. Dans les signes, les implications de ce défaut d'inhibition, c'est de se couper la parole, hein, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça arrive chez tout le monde, évidemment, mais l'idée, c'est quand même, c'est pas parce qu'on coupe la parole qu'on est un TDAH, qu'on est un vrai TDAH, mais c'est vraiment dans cette idée d'intensité, de fréquence, et de quelqu'un qui dit mais oui, en fait, c'est comme ça qu'on va étiqueter quelqu'un, on va reconnaître quelqu'un, mais ouais, ça c'est tellement toi, tu es tout le temps en train de faire tout le temps ce truc-là, j'arrive jamais à parler ou à en placer quelqu'un qui a une espèce aussi de logorée, qui parle, et voilà, c'est cette difficulté à pouvoir inhiber certaines choses au profit d'autres comportements. Ça va entraîner une espèce d'impulsivité à agir, à être dans l'action, et à l'âge adulte, on peut voir aussi une plus grande propension de comportements addictifs qui sont aussi liés à ces processus-là. Donc l'idée que les processus automatiques ou l'urgence va être primordiale par rapport à un autre comportement
mais il va falloir freiner ce comportement automatique. Et ça, c'est extrêmement difficile à faire. Ouais, il y a deux D'ailleurs, composantes. toutes ces capacités-là. Je vais lever la main. Quand je lève le doigt comme ça, c'est que je prends la parole, comme ça on ne va pas se couper la parole. Allez, vas-y, je te laisse la parole. Là, au-delà des symptômes, parce que ce qui est compliqué avec le TDAH, c'est un diagnostic complexe. Hein. On vous a pas posé, décrit les différents symptômes, vous les avez n'importe où. Hein. Donc c'est quand même globalement l'attention, l'hyperactivité, l'impulsivité. Mais si on s'arrête aux symptômes, c'est quand même des symptômes qui sont transversaux et qui se retrouvent dans toute la psychopathologie, dans tous les troubles, dans la dépression, l'anxiété, la bipolarité, etc. Donc c'est pour ça qu'on insiste autant sur les mécanismes sous-jacents. Et avec la notion d'inhibition, on en a parlé, la notion d'impulsivité, c'est le démarrage d'une action. Donc là, on sait que les TDAH démarrent plus vite que la moyenne et ils ont du mal aussi à s'arrêter. Donc pour les enfants, on leur explique, voilà, le démarrage est trop rapide pour toi et quand il y a un stop, tu mets beaucoup plus de temps à t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu as des processus neuropsychologiques, neurophysiologiques qui ont vraiment du mal à inhiber ton action en cours. Et donc, c'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas la mauvaise éducation, c'est pas de la provocation, c'est vraiment un déficit d'inhibition. Parce qu'il y a le vieux stéréotype de dire mais c'est un problème d'éducation, c'est n'importe quoi. Ça fait beaucoup de mal aux gens qui sont vraiment atteints de ce trouble. Et c'est deux choses qui ont strictement rien à voir. On va peut-être en reparler ensuite. Mais c'est voilà, c'est deux choses bien différentes. On a une question justement pour vraiment différencier. Il nous faudrait savoir à quel point l'éducation va jouer sur un TDA, dans le sens où ça le renforce, tout comme la façon dont ça peut l'estomper. On a beaucoup de questions, donc si on peut répondre un peu plus rapidement, ce serait super. Alors, on a beaucoup de questions. Si tu veux bien, Pauline, je veux bien répondre à ça, parce que c'est mon dada de la question de la bienveillance avec un petit TDAH ou un grand d'ailleurs, même pour les adultes, parce que c'est des gens, déjà, on dit souvent très sympas, des gens très sympas, mais très fatigants. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en mouvement psychiquement, toujours en train de couper la parole, etc., comme on l'a dit. Alors, l'éducation n'est pas la cause. Hein, on sait très bien, c'est des bases. On a plein de travaux sur le plan neurobio qui nous permettent d'avoir un peu des idées claires sur le fonctionnement de TDAH. Mais en revanche, l'éducation, et c'est ce que j'ai dit aux parents, vous n'êtes pas responsable du trouble. Hein, vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas responsable. Par contre, votre posture éducative, elle va être déterminante pour la suite. Le problème du TDAH, ce n'est pas le TDAH en soi, c'est les troubles qui vont s'y associer. Et quand on a une posture éducative qui n'est pas appropriée, c'est-à-dire quand les parents n'ont pas idée de ce fonctionnement, de ces déficits d'inhibition et considèrent comme l'enfant comme un enfant opposant, provocateur de base, la posture éducative va être beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus directive. Et on sait, et c'est assez contre-intuitif, que cette posture autoritaire chez les enfants TDAH va activer et générer des troubles du comportement. Donc, c'est vraiment contre-intuitif. Ça, c'est important à savoir. C'est-à-dire, avec un enfant TDAH, on a tendance à avoir le réflexe de dire, bon, mais là, il faut que je pose le cadre, il faut que je mette de l'autorité. Et on sait que ce n'est pas la posture adéquate, bon, chez tous les enfants d'ailleurs. Et c'est un enfant qui a besoin d'être sécurisé, d'être valorisé comme les autres. Hein. Et on sait qu'à conneries égales, entre guillemets, ils sont beaucoup plus punis. Et donc, sortir de cette spirale d'interaction négative qui se joue dans beaucoup de familles et qui génère beaucoup de difficultés pour l'enfant comme pour les parents. Donc, c'est pour ça que l'information, le diagnostic, la sensibilisation est très importante. Donc, l'éducation peut aggraver les symptômes et peut participer à l'association d'autres troubles du comportement. Mais c'est par inadéquation, par incompréhension, par méconnaissance de la part de l'environnement, du fonctionnement de l'enfant. Une question sur le diagnostic qui est posé tardivement auprès de l'adulte. Comment faire la différence entre une personne qui a un polytraumatisme complexe, maltraitance infantile, et un vrai TDAH? Ouais, c'est une très bonne question. Du coup, il y a alors, c'est quand même assez difficile parce que quand on fait le diagnostic de TDAH, on va rechercher
On va rechercher la présence des symptômes, les retentissements dans la vie. Et après, il faut faire la différence. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut mieux expliquer le TDAH, une dépression, un trouble anxieux, un trouble bipolaire, enfin voilà, parce que c'est une symptomatologie, comme l'a dit David, qu'on va retrouver dans tous les troubles psychiques. Ou est-ce qu'il y a autre chose, ou est-ce qu'il y a le TDAH plus autre chose? Et donc, on se retrouve face à des tas d'hypothèses devant nous et il va falloir un peu jouer à qui est-ce, vous voyez, faire baisser les petits visages. Est-ce qu'il a des lunettes? Est-ce qu'il n'a pas de lunettes? Et donc, on peut poser des questions et essayer de comprendre déjà l'âge où c'est arrivé, ça peut nous aider. Alors là, vous parlez de traumatismes complexes, de choses qui sont arrivées dans l'enfance. Donc déjà, il va y avoir un très fort recouvrement. Attends, parce que du coup, j'ai mon petit machin. Pardon, excuse-moi. Et donc, il y a un fort recouvrement entre les deux. Et l'âge de début ne va pas forcément nous aider à faire les différences. Il peut y avoir, on va aller rechercher en fait chez des personnes qui ont un TDAH. Est-ce qu'il y a des personnes dans leur famille qui ont un profil un petit peu similaire, qui réagissent de la même manière? Et ils vont dire, ah oui, je reconnais voilà, mon père, ma mère, mais de la même manière, en fait, si le trauma complexe, il est né dans le contexte familial, bah est-ce que les proches, est-ce qu'ils ont un TDAH, ou est-ce que eux aussi ils ont eu des traumatismes qui ont été reproduits, et c'est difficile de faire la part des choses. On va retrouver aussi dans le trauma complexe une notion qui s'appelle la dissociation, qu'on n'a pas dans le TDAH. Mais encore une fois, il va falloir faire la différence entre l'absorption et l'attention qui peut être fluctuante et pas forcément dirigée toujours d'une certaine manière ou vers l'action en cours, ou l'attention extrêmement distractible et ces notions de dissociation. Donc, ces notions de dissociation, c'est vraiment c'est une façon qu'a notre organisme de nous protéger de certains courts-circuits qu'on pourra avoir dans notre cerveau lorsqu'on a des émotions trop fortes. Et en fait, c'est quand on n'est plus dans notre zone de tolérance, c'est-à-dire des émotions qui nous permettent de se la nommer, c'est intense, ou alors on peut être un petit peu à plat, mais on peut rester connecté avec les autres. La dissociation, c'est qu'on va se retrouver en dessous de cette zone de tolérance avec une espèce de regard un peu figé, et c'est plus que de l'absorption. C'est que vraiment les personnes, elles vont rapporter qu'elles ne sont plus là, et à un niveau extrême, dans la dissociation, les personnes, elles rapportent qu'elles ont une impression presque de sortie du corps, qu'on appelle de déréalisation et de dépersonnalisation. Je ne me reconnais plus. Je regarde dans le miroir, je ne suis plus la personne que je suis. Et ça, c'est une notion assez importante. Mais encore une fois, quand il y a les deux, c'est-à-dire un trauma et un TDAH, les personnes, elles peuvent vivre avec de la dissociation et un TDAH. Donc, ça ne permet pas non plus de faire une différence. David, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est une question passionnante qui m'intéresse beaucoup aussi, sachant qu'il faut savoir aussi qu'en lien peut-être avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la question de la posture éducative, malheureusement, il y a plein de littérature scientifique qui va dans le sens, qui montre que les parents d'enfants TDAH sont beaucoup plus autoritaires, contrairement à ce qu'on pense, et contrairement à un gros stéréotype sur le problème de l'éducation. Mais les TDAH, du fait de l'incompréhension encore de l'environnement familial et scolaire, sont beaucoup plus maltraités, ont beaucoup plus de chances d'avoir des traumas également.
Donc, c'est aussi, ça peut coexister, en effet. Alors, pour faire la différence, moi, j'aime bien, moi qui suis très fervente de la théorie de l'attachement, c'est questionner la question de l'attachement et les traumas complexes ou les traumas de développement. C'est des enfants, effectivement, qui ont vécu qui ont été maltraités. Et donc, c'est des enfants qui ont des attachements, ce qu'on appelle des attachements désorganisés. Et donc, dans la relation à l'autre, ils sont très désorganisés. C'est des gens qui vont vers la personne et puis qui se sentent méfiantes. C'est-à-dire que la figure d'attachement est à la fois sécurisante, mais à la fois la figure d'agression maltraitante. Donc, d'où ces postures très désorganisées. On parle d'attachement désorganisé. Et puis, il y a une autre question qui est chez les tout petits, des enfants qui malheureusement ont été très, 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 très carencés. Là, on parle de troubles de l'attachement. Et effectivement, il y a des formes pseudo-TDAH. Donc, il faut reprendre toute l'anamnèse de manière précise. Et peut-être que la différence, comme tu viens de le dire, Pauline, c'est interroger le système nerveux autonome. Un attachement, un truc complexe, le système nerveux autonome, forcément, il passe par du vagal dorsal, c'est-à-dire par des moments de figement, de sidération, ce qu'on ne voit pas chez le TDAH. Un TDAH sans trauma, c'est constant, c'est toujours et partout, et c'est jamais, jamais en tout cas, on ne le sent pas dans l'inquiétude, dans l'insécurité, pas du tout. Hein, s'il n'a pas eu de trauma. Au contraire, c'est des personnes qui sont toujours dans le présent, en l'occurrence, c'est peut-être des petits sages, mais qui n'ont jamais le temps, du fait de leur difficulté d'inhibition, d'anticiper le futur et d'imaginer la catastrophe, les inquiétudes et l'insécurité. Au contraire, ils prennent beaucoup plus de risques parce qu'ils ne se sentent pas du tout en insécurité. Donc, en soi, c'est deux choses très, très différentes dans le mouvement. TDAH, toujours et partout. Quelqu'un qui a un trauma, selon les situations qui vont activer le trauma, là, il va se mettre en position de figement, etc. Donc, c'est beaucoup plus cyclique comme posture. Alors qu'il y a des moments où il va être en sécurité, tout se passera bien. Mais c'est vraiment deux choses différentes. Et encore une fois, ça peut être associé. Donc, effectivement, ça complique les choses. Mais c'est une excellente question. Mais il ne faut pas tomber dans le stéréotype de penser que tous les TDAH, c'est des anciens traumas, quoi. Sinon, c'est un raccourci un peu rapide et on passe à côté d'une vraie problématique qui peut être accompagnée de manière efficace. Très bien, beaucoup de questions, donc on va essayer d'aller plus vite. Bonjour, j'ai eu beaucoup de difficultés pour diagnostiquer ma fille du CMP au pédopsychiatre, plus d'1 an, qui a finalement diagnostiqué ma fille TDAH modéré. Comment diagnostiquer en tant qu'adulte? Comment faire un diagnostic en tant qu'adulte? Alors, sur les diagnostics de l'adulte, ce que je fais quand je participe au diagnostic avec les médecins avec qui je travaille, c'est que je vais faire passer des questionnaires, des échelles. Alors, il va y avoir des questionnaires qui vont me permettre de récolter les symptômes, leur fréquence, la présence de ces symptômes depuis l'enfance. Et il y a 18 questions qui nous permettent de voir si on arrive à avoir le nombre suffisant de symptômes du TDAH. Et ça s'appelle la DIVA. Donc, il va y avoir déjà cette étape diagnostique-là. En plus de cette échelle-là, de ce questionnaire, il y a des auto-questionnaires. Moi, j'aime bien faire remplir tout un tas d'auto-questionnaires par la personne, par un entourage, si possible, par des personnes qui l'ont connu dans l'enfance, si possible les parents lorsque c'est possible. Alors parfois ça va être les tantes, les oncles, mais c'est vrai qu'un parent, le père, la mère, ils ont souvent été beaucoup plus, enfin voilà, ils ont été beaucoup plus avec la personne dans son enfance et peut-être plus à même de répondre à ces questions-là. Et les auto-questionnaires, ça me permet d'avoir un faisceau, et le questionnaire, ça me permet d'avoir un faisceau d'informations. Est-ce que ça va dans le même sens? C'est plutôt que d'avoir juste un chiffre. Moi, je vais venir utiliser ces questionnaires pour re-questionner la personne sur pourquoi est-ce qu'elle a dit que là, c'était, il y avait 3, donc est-ce que c'était intense pour elle, que c'était très fréquent, qu'est-ce qu'elle entend par là, comment est-ce que ça se manifeste dans sa vie quotidienne, etc. Donc voilà, je vais essayer d'avoir
Ah, c'est bon. De mon jugement quand je lui pose des questions et de sa manière de répondre et de m'expliquer le fonctionnement derrière, parce que c'est pas que le symptôme, c'est à quoi, comment est-ce que la personne, comment ça se passe en fait, c'est quoi le fonctionnement qu'il y a derrière, parce que selon le fonctionnement, en fait, si la personne, elle va rapporter beaucoup plus de symptômes anxieux ou dire j'ai peur, donc ça se passe comme ça, forcément, c'est pas la même chose que de le faire parce que la personne, elle est envahie de tout un tas. Je ne passe pas à l'action, par exemple. Je ne passe pas à l'action parce qu'en fait, j'ai 1 million d'idées de comment je vais pouvoir faire et j'ai du mal à savoir par où je vais commencer ou même de choisir une des possibilités. La personne qui va procrastiner pour des raisons plus anxieuses, par exemple, ça va être j'ai pas forcément d'idées. Mon anxiété, elle m'empêche d'avoir les idées pour pouvoir me lancer dans quelque chose. Donc, c'est de manière, je vous le rapporte un peu de manière stéréotypée, mais voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu comment on explore chacun des symptômes et un signe en soi, ça veut pas dire grand-chose. Donc, il faut vraiment savoir ce que ça veut dire derrière pour la personne. J'ai vu, David, que tu levais le doigt, mais il y a évidemment autour de tout ça toute une question d'anamnèse, d'aller interroger anamnèse, donc les questions sur la vie de la personne, sur son contexte d'éducation, sur la scolarité, ses relations interpersonnelles, ses relations avec ses parents. Tout ça, ça va venir donner des informations sur le TDAH. Donc, c'est pas, comme l'a dit tout à l'heure David, c'est pas un diagnostic qui est simple. Ça se fait pas en 10 minutes. Il y a quand même beaucoup d'informations à récolter. Et ça passe par des outils, des échelles, mais évidemment pas d'IRM, pas de bilan sanguin, pas ce genre de choses. Peut-être que David, Ouais. Je voudrais juste rajouter effectivement, le diagnostic doit être clinique par quelqu'un qui a été bien sûr formé. Alors, tout médecin, et c'est les nouvelles données de l'HAS de septembre 2024, tout médecin formé peut poser un diagnostic, c'est-à-dire un neurologue, un pédiatre, un médecin généraliste formé peut poser le diagnostic. Ça évitera d'attendre des mois et des mois un spécialiste. Donc, ça reste un diagnostic clinique. Donc, le bilan neuropsycho n'est pas obligatoire, parce que parfois, il peut être normal. Ça, il faut le savoir. Les auto-questionnaires sont très importants parce qu'effectivement, ça donne aussi matière à l'entretien. On peut reposer des questions derrière et ça donne plein d'informations, comme tu l'as dit. Peut-être pour le TDAH, il y a 2 choses très importantes qu'il ne faut pas oublier non plus. C'est le fait de croiser des avis. C'est-à-dire ne pas avoir la version seule de la personne, parce qu'un enfant ou un jeune adulte TDAH, il n'a pas de recul, il n'a pas de position méta sur son fonctionnement. Donc, c'est bien de croiser les avis, ceux des parents notamment, et même croiser les avis des différents parents. Parce qu'imaginez que le père soit lui-même TDAH, il va trouver que son fils est nickel. En revanche, une mère qui a un trouble anxieux, elle va avoir une autre lecture du fonctionnement de son enfant. Donc, toujours penser à croiser, et les échelles permettent de croiser les avis, puisqu'on a des hétéro-questionnaires comme les échelles de Conners qui permettent de croiser les avis. Mais en aucun cas, c'est des échelles diagnostiques, c'est des échelles qui permettent de croiser, et dès lors qu'on trouve des invariants, on va se dire là, il y a peut-être quelque chose. Et puis, il y a un test très gratuit que j'adore, moi, qui coûte rien, et qui est une mine d'informations, c'est demander les bulletins scolaires. Bon, vous me direz, un adulte TDAH, il ne sait plus où il les a mis. Mais quand on a des parents un petit peu organisés… Alors moi, ça m'arrive de réussir à avoir les bulletins. Ça m'arrive. Les bulletins sont une mine d'informations avec des remarques, n'arrive pas à canaliser son énergie, bavardage, n'arrive pas à se tenir, devrait se concentrer, on sent qu'il pourrait faire mieux, mais n'arrive pas à maîtriser, manque de concentration, pas assez posé, bouge sans cesse, etc. Et quand vous avez un prof, 2 profs, 3 profs, 4 profs, 5 profs, là vous dites qu'il y a peut-être quelque chose qui concerne vraiment la personne et c'est pas juste de la projection de l'enseignant. Et moi j'aime bien regarder ça, il y a notamment… il y a une seule matière où ça se passe très très bien, c'est en sport. Ça, c'est classique aussi. Pourquoi? Parce que le prof de sport est lui-même TDAH, donc il a une posture d'enseignant complètement adaptée avec ce petit TDAH. Donc, n'oubliez pas les bulletins scolaires, et ça reste un diagnostic clinique. Et puis, pour répondre à notre stéréotype, oui, mais bon, on est tous un peu TDAH. TDAH,
c'est un diagnostic, ça répond à des critères, comme tu l'as dit. Et puis, on ne parle de troubles dès lors qu'il y a des répercussions fonctionnelles. On a tous des difficultés attentionnelles un jour ou l'autre pour plein de raisons. C'est normal, l'attention, elle est quand même très fluctuante. Mais le TDAH, c'est un vrai trouble de l'attention, avec, de par son intensité, de par la durée, d'accord? Donc c'est quand même quelque chose de très important. Il y avait des répercussions fonctionnelles au niveau familial, au niveau social et au niveau scolaire ou professionnel. Donc c'est vraiment très, très important de penser les répercussions fonctionnelles, sans quoi on ne peut pas parler de trouble. Très bien. Alors, des questions sur les comorbidités. J'ai été diagnostiquée TDAH suite à un trouble anxieux. J'ai été redirigée vers le CRA, ressemble à la bipolarité. Et je passerai à une autre question. Oui, en fait, il y a ce qui est difficile, c'est les zones de recouvrement. Voilà, en fait, il y a rien d'extrêmement spécifique. Quand on parle de TDAH, il n'y a aucun signe qui va être spécifique au TDAH. Enfin, tu me dis, David, si tu trouves un derrière les fagots, mais non, on retrouve des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, de l'hyperactivité, de l'impulsivité, ce qu'on appelle, par exemple, dans la bipolarité, de la tachypsychie. J'adore ce mot, je le trouve très beau, mais voilà, c'est de l'hyperactivité psychique. Évidemment, dans le trouble bipolaire, il va falloir voir, selon le trouble bipolaire, il va y avoir une importance. Et en effet, ça peut masquer le TDAH quand on a des addictions, un trouble bipolaire ou un trouble du spectre autistique. Ça peut masquer parce qu'il y a énormément de recouvrement. Il va falloir arriver à faire la part des choses et pour différencier, mais aussi pour dire est-ce que c'est pas en fait un, deux ou trois diagnostics. D'ailleurs, dans le TDAH, les chiffres nous montrent qu'il y a rarement juste le TDAH. Souvent, ça va être associé, en tout cas, voilà, que ce soit chez l'enfant et chez l'adulte, mais à des choses différentes. Mais chez l'adulte, souvent, à des troubles du sommeil, à des addictions dans 30-40% des cas, c'est quand même très fréquent, à des troubles anxieux, à de la dépression. Donc voilà, c'est ça qui rend le diagnostic un peu difficile. David, tu voulais rajouter des choses? Oui, sur la question avec les recouvrements avec TSA, effectivement, il y a des recouvrements. Encore une fois, si on s'arrête aux symptômes, on va avoir du mal à voir les différences. En revanche, si on regarde les mécanismes et qu'on demande à la personne mais comment tu réfléchis, comment ça se passe dans ton quotidien, là, on va voir des différences. Alors, pour être un peu caricatural, mais ça marche assez bien, et puis il y a pas mal de publics qui vont dans ce sens. Le TSA, c'est un déficit de flexibilité cognitive, de planification. Le TDAH, c'est un déficit d'inhibition et de planification. Planification, on n'arrive pas bien à faire la différence, mais l'inhibition d'un côté et le déficit de flexibilité de l'autre, ça permet de bien les différencier. Un TDAH, c'est trop flexible. Ou alors, par compensation, il essaie de se structurer. Alors que le TSA, il a une rigidité cognitive liée à son déficit de flexibilité. Après, il y a toute la dimension sensorielle, toute la dimension cohérence centrale, c'est-à-dire traitement de l'information, qui sont bien, bien différentes. Donc, c'est vraiment deux troubles distincts. Mais encore une fois, si on s'arrête aux symptômes, le TSA, il peut avoir un problème d'attention lié à ses intérêts restreints, lié à sa sensorialité, lié à plein de choses, mais ce n'est pas les mêmes mécanismes. Alors que dans le TDAH, les difficultés attentionnelles sont liées à ce déficit d'inhibition, à cette impulsivité, à cette attention soutenue qui est déficiente. Donc, ce n'est pas tout à fait le même mécanisme. Revenons au mécanisme sur l'ensemble pour bien comprendre. Pour la bipolarité, effectivement, si on reprend les symptômes du TDAH, ils sont tous dans les critères de la bipolarité. Mais un TDAH, c'est toujours et partout, depuis tout petit. Un bipolaire, ça ne commence pas à 2 ans. Un bipolaire, ça porte bien son nom, c'est bipolaire. D'accord ? Et donc, il y a une variabilité de l'humeur et un rapport aux émotions qui n'a rien à voir avec le TDAH. Le TDAH, c'est beaucoup plus dysexécutif et la bipolarité plus en lien avec les émotions et avec vraiment des chutes de l'humeur majeures, ce qu'on voit très rarement dans le TDAH. Mais effectivement, le diagnostic peut être... Et avec l'humeur. Et avec l'humeur, pardon. Voilà, donc, c'est aussi une question de diagnostic différentiel qui est
qui est complexe, mais en interrogeant, en regardant comment la personne fonctionne, on arrive quand même à faire la part des choses. Mais encore une fois, si on regarde que les symptômes, on peut empiler tous les diagnostics qu'on veut, mais la difficulté, effectivement, chez l'adulte, comme tu disais, c'est que plus on attend, plus les troubles vont s'empiler. Et donc, on a des comorbidités. Comorbidité, c'est la règle. 90% d'enfants ont au moins un autre trouble associé, c'est-à-dire des troubles d'apprentissage, des troubles du comportement. Et chez l'adulte, c'est les troubles anxieux, troubles dépressifs et abus de substances. Et donc là, pour démêler le fil, c'est un peu plus compliqué. D'où l'intérêt de poser le diagnostic le plus tôt possible pour éviter ces trajectoires qui deviennent de plus en plus compliquées, en effet. Oui. Une question sur la fille d'une dame épileptique qui a découvert récemment que le TDAH était une comorbidité. Comment différencier ce qui dépendrait de l'épilepsie d'un TDAH, notamment sur les habiletés sociales? Question très pointue. On a des questions très, très pointues. Il faut savoir que le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement. Et effectivement, on retrouve de manière beaucoup plus fréquente que et comme pour l'autisme, c'est la même chose, des troubles neuro, dont l'épilepsie. Après, c'est quand même deux choses bien différentes. Il y a la question aussi du traitement. Le traitement peut aussi générer des troubles de l'attention. Mais l'épilepsie, c'est des moments, c'est des crises brutales, avec une perte plus ou moins, avec une perte de la conscience ou pas, selon le type de crise. Mais c'est deux choses bien différentes. Au niveau des habiletés sociales, je ne comprends pas très bien la question. On sait que les TDAH ont des difficultés sociales, mais encore une fois, en lien avec leur impulsivité. Ils coupent la parole, ils n'attendent pas leur tour, etc. L'épilepsie, je connais moins bien. Je ne peux pas vous répondre sur la question de l'épilepsie, de l'habilité sociale, si ce n'est que c'est des personnes qui sont en grande difficulté, qui ont tendance à s'isoler, qui sont aussi peut-être stigmatisées. Donc, ça peut expliquer aussi des difficultés de cette nature-là. Alors, je ne peux pas non plus répondre sur comment ça se manifeste, les difficultés d'habileté sociale dans l'épilepsie. Et je rejoins David sur le TDAH, même au-delà de l'impulsivité qui peut faire qu'il peut y avoir un rejet des autres personnes et le sentiment, et que la personne a le sentiment de ne pas se sentir bien normale avec les autres. Il y a aussi cette idée que parfois les codes sociaux lui échappent parfois, parce que l'attention, elle va être un peu fluctuante et pas se poser sur l'élément en particulier dans le non-verbal, par exemple, et dans le paraverbal, une bonne interprétation ou de comprendre ou de bien enregistrer les codes sociaux. Donc, c'est un peu comme ça qu'on explique qu'il y a beaucoup d'études qui montrent qu'entre le TDAH et le TSA, par exemple, le trouble du spectre autistique, c'est difficile de les différencier sur leurs résultats sur certaines tâches neuropsychologiques qui leur demandent d'utiliser des compétences de cognition sociale. Mais encore une fois, ça va être le mécanisme qui va différencier. David ? C'est ce que j'allais dire, c'est le mécanisme qui différencie. Le TDAH a des difficultés au niveau des relations sociales par mauvaise performance, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il ne prend pas le temps de prendre les infos pour interpréter les émotions et pour imaginer ce que l'autre pense, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, alors que le TSA a un déficit réel de théorie de l'esprit. Donc, c'est pas encore une fois les mêmes mécanismes. C'est pas comme un problème de performance, c'est un problème de comment chez le TSA, alors que le TDAH, c'est un problème juste prendre le temps de se poser pour analyser la situation. C'est pas tout à fait les mêmes mécanismes, encore une fois. Alors, on a beaucoup de questions du coup. On va prendre des questions groupées. Je vous propose d'abord, Laure, beaucoup de TDAH se sentent-ils isolés? La question de Maëva à propos du lien entre polytraumatisme complexe et TDAH, et surtout le méthylphénidate pourrait-il être moins bien toléré chez les personnes qui ont un polytraumatisme complexe et TDAH? Et ensuite, la question, en fait, c'est sur la prise en charge globale de l'adulte, toujours Laure. Quelles sont les prises en charge chez l'adulte? Alors peut-être aborder d'abord la question de l'isolement, de la prise en charge pour l'adulte, et peut-être le lien avec le polytraumatisme, TDAH et méthylphénidate. Alors le TDAH se sent isolé. Le TDAH isolé, on vient d'en parler.
de par son impulsivité, de par ses maladresses, de par ses difficultés attentionnelles. C'est-à-dire qu'on a d'ailleurs publié des articles dans ce sens. On retrouve un déficit de reconnaissance des émotions, mais avec des mécanismes distincts des autres troubles. C'est-à-dire qu'il ne prend pas le temps de prendre l'information et il passe vite à autre chose. Du coup, ça génère des difficultés sociales. Ensuite, la question du polytrauma, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que ça réagit moins bien au méthylphénidate? Si la valence PTSD, polytrauma, elle est majeure, attention au méthylphénidate, que ça ne réactive pas des éléments anxieux majeurs. Mais parfois, ça peut aider. Ça dépend ça dépend si l'anxiété est liée au déficit de l'attention et la conséquence de difficulté de l'attention, parce que les TDAH peuvent avoir un trouble anxieux, mais qui est subséquent à leurs difficultés au quotidien de par leurs difficultés attentionnelles. Si c'est ça, ça peut fonctionner, ça peut être aidant le méthylphénidate. Si en revanche il y a du trauma, il y a une grosse charge anxieuse, une insécurité, quelque chose de très très impactant, de la dissociation, le méthylphénidate, c'est quand même pas le traitement le plus approprié. Donc là, dans ces cas-là, quand on n'arrive pas à faire la part des choses, on travaille sur la dimension la plus handicapante, entre guillemets. Et on avance comme ça au fil de l'eau. Ouais, en cas d'attaque de panique, en fait, le méthylphénidate, ça peut faire flamber. Donc, les personnes peuvent dire je me sens beaucoup plus anxieux, ou ça va renforcer les difficultés. Donc, en effet, il va falloir voir avec, comme le dit David, en fonction de la symptomatologie la plus gênante. Et dans le cas du TDAH, de toute façon, vous aurez l'occasion d'en parler le troisième live, mais il n'y a pas systématiquement une prescription de méthylphénidate. Ça va dépendre. Très bien. Du coup, c'est la prise en charge chez l'adulte. Est-ce qu'on donne rendez-vous au troisième live ou est-ce qu'on y répond dès à présent? De façon générale, de façon globale? L'apprentissage, c'est la répétition. Donc, Pauline, tu veux bien en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Déjà, alors je vais pas. Là, la question, elle est vraiment centrée sur l'adulte. Au-delà ça va dépendre évidemment de ce qui ressort, parce que deux personnes qui vont être diagnostiquées d'un TDAH vont pas du tout avoir le même profil, les mêmes gènes, les mêmes difficultés. Donc l'idée, c'est de s'adapter. Il peut y avoir l'effet du méthylphénidate, il est très important et il ne faudrait pas se priver de ça. Et je me permets de faire une digression même dans l'enfance, parce qu'on a souvent l'idée que en fait, dans l'enfance, ça pourrait augmenter les risques de la personne de devenir addict, etc. Alors qu'en fait, c'est plutôt le contraire dans les recherches. Et puis ensuite, à l'âge adulte, ça peut aussi beaucoup aider et rendre possible une deuxième forme d'accompagnement qui serait l'accompagnement psychothérapeutique. Alors, centré sur, ça peut être de la psychothérapie plutôt TCC deuxième vague, plutôt centré sur ce qu'on appelle TCC deuxième vague, plutôt centré sur le comportement, en ajoutant des stratégies, en aidant la personne à se structurer, mettre en place des rituels, des habitudes. Voilà, ça, ce sont des pratiques qui peuvent aider. Mais après, évidemment, en fonction de ce dont la personne elle va avoir besoin, on va adapter. Très souvent, quand même, les personnes, moi, elles me rapportent des difficultés interpersonnelles de gestion de leurs émotions. C'est ça qui les gêne le plus, en fait. C'est vrai que de temps en temps, elles vont me dire j'ai des difficultés au travail, mais ça va prendre quelques séances, on va mettre en place des stratégies. Mais en fait, très, très, très souvent, c'est dans la régulation de eux avec les autres. Pareil. Mais évidemment qu'il va y avoir autre chose, parce que la vie quotidienne, par exemple, juste parler de mettre en place des choses dans la vie quotidienne de la personne, ça peut avoir un bénéfice énorme. Le sommeil, l'alimentation, c'est quand même la base, ça concerne tout le monde. Et ça, c'est les premières choses que je vais venir interroger. En fait, si le sommeil il n'est pas un peu régulé et que les personnes elles dorment le jour et elles vivent la nuit, déjà en fait
travailler sur l'attention et sur ces mécanismes-là, ça va être compliqué. Évidemment qu'on peut encore retrouver, ça va être la base en fait, hein, une psychothérapie concrète. Moi, je préfère les choses concrètes. Et associé ou pas à un traitement, et parfois un traitement, ça peut vraiment permettre de mettre en place la psychothérapie. Ce n'est pas toujours le cas, mais voilà. Oui, pour compléter ce que tu viens de dire, Pauline, puisqu'aujourd'hui on parle du diagnostic plutôt et qu'est-ce qu'un vrai TDAH, et on parlera du traitement et des autres accompagnements. En lien plutôt avec la question du diagnostic, pour moi, le traitement, s'il y a un seul traitement à proposer, c'est la question de la psychoéducation. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est en train de vous expliquer ce qu'est un TDAH, ce que n'est pas un TDAH. Et il n'y a rien de plus terrible pour une personne de pas pouvoir comprendre son fonctionnement. Et la question de diagnostic, elle est thérapeutique en soi parce qu'elle permet de donner des mots, de mettre du sens à des années de dysfonctionnement, d'incompréhension, de rejet de la part de l'environnement. Donc, psychoéducation. Je dis 3 fois pourquoi, parce que ça concerne le sujet lui-même. Comprendre enfin pourquoi je coupe tout le temps la parole, pourquoi je suis aussi impatient, pourquoi j'ai toujours envie de faire autre chose, pourquoi je ne tiens pas en place. Enfin, on lui explique que c'est pas volontaire, c'est quand même quelque chose qui est un trouble du neurodéveloppement. Déjà, ça soulage pas mal les gens et la psychoéducation va dans ce sens. Il n'y a rien de pire pour une personne, un, de ne pas comprendre comment elle fonctionne et deux, de faire semblant d'être neurotypique, entre guillemets. Et ça coûte une énergie énorme. Donc, psychoéducation, je comprends comment je fonctionne enfin, j'accepte comment je fonctionne, j'arrête de faire le neurotypique. J'ai une patiente qui me disait, je passe ma journée à montrer que je n'ai pas des difficultés attentionnelles. Vous imaginez la souffrance que ça génère. Et quand on a compris ça pour soi, et quand l'environnement familial et l'environnement scolaire a aussi cette nouvelle lecture du fonctionnement, on change globalement l'environnement du TDAH. Et si l'environnement est beaucoup plus bienveillant et compréhensif, on va être beaucoup moins en souffrance et le trouble est beaucoup moindre en tout cas. Donc, psychoéducation. Et tu l'as dit, et moi j'aime bien aussi, chaque fois que je parle du TDAH, parler de la thérapie de mamie. La thérapie de mamie, c'est mange équilibré, dors correctement et fais de l'activité physique. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de méta-analyses et de littérature qu'il y a sur l'effet du sport sur les fonctions exécutives, sur l'attention, sur les TDAH. Mais il y a des tonnes de littérature scientifique et on ne le fait pas. Donc, avant de penser méthylphénidate, bien sûr qu'il faut le proposer, mais hygiène de vie, psychoéducation. Moi, en tout cas, c'est mes mantras permanents avec mes petits patients. Non, mais c'est vrai, en fait, du coup, je suis allée sur des choses, vraiment, j'en ai oublié la psychoéducation. En fait, c'est tellement évident que je l'ai oublié. Qu'est-ce que c'est, en fait, mon trouble? Et je rajouterais aussi, quand on peut travailler avec les proches, franchement, c'est super. Parce qu'en fait, nous, on est avec les personnes, allez, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ça va être 1 heure. Les proches, que ce soit les compagnons, les parents pour des enfants et des ados, en fait, ils sont là tout le temps. Et il y a un bénéfice, et la littérature, elle nous montre aussi qu'il y a un bénéfice énorme, voire parfois beaucoup plus important à travailler avec l'entourage, presque à travailler avec la personne elle-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec la personne elle-même, mais il ne faut surtout pas oublier l'entourage, ce qu'on fait de manière... ce qui se passe en fait concrètement dans la plupart des situations. Et quand les personnes viennent nous voir, l'entourage vient nous voir, soit elles nous disent non mais il faut avoir des solutions pour la personne, c'est elle qui est concernée, qu'elles se sentent plus épuisées par la situation ou que parfois elles accommodent énormément, c'est faire des choses à la place d'eux, mais qui ne permet pas à la personne d'apprendre et qui fait que les proches se sentent épuisés, ça, c'est quelque chose qu'on peut changer aussi, à condition d'avoir les proches avec nous.
Et ça peut changer énormément de choses, aussi bien que le sport, le sommeil, etc. Donc voilà, avant de parler de choses un peu abstraites et compliquées, ça c'est vraiment la base en fait. La psychoéducation et travailler avec les proches. Et même raisonnement avec le milieu professionnel. Quand on a compris comment le collègue fonctionne, ça se passe beaucoup mieux. Donc encore une fois, c'est encore la TDAH, la prise en charge, tu l'as bien dit, c'est la prise en charge, la sensibilisation, la psychoéduque de l'environnement familial, professionnel et scolaire. Et là, on change la vie d'un sujet, vraiment. C'est fondamental. Très bien. Au lieu d'être dans les stéréotypes qui sont quand même très, très, qui génèrent beaucoup de souffrance. Et ça, quand on parlait d'isolement tout à l'heure, en fait, quand son entourage comprend, en fait, elle se sent beaucoup moins isolée. Et moins incomprise. Le témoignage de Karine. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on prolonge un tout petit peu, parce qu'on a des questions, ou est-ce qu'on donne rendez-vous au prochain live? Vous nous direz après cette question-là. Donc, son fils a été diagnostiqué TDA atypique par le CHU de Bordeaux. Atypique. Voilà. Et la question, c'était, Karine atypique, je sais pas. Oui, et que son fils était discret en classe, mais effectivement dérangé par tous les stimuli. L'école ne l'a jamais cru et finalement, il a été diagnostiqué TDAH atypique. Ça vous Ou alors type inattentif, peut-être. Je ne sais pas, toi, David, si quand vous me faites la description, là… Atypique. Quand vous faites la description d'un enfant qui est plutôt dans son coin, le sentiment, moi j'ai une personne qui me disait, j'avais le sentiment en revenant chez moi et en travaillant chez moi de voir le cours pour la première fois. Alors que j'étais devant le prof, j'étais comme ça, j'étais hyper attentive, mais c'est comme s'il n'y avait rien qui était rentré dans mon cerveau. Et ça, c'est plutôt le type inattentif. David, est-ce que tu as… Je comprends pas bien la question, là c'est compliqué par chat, mais atypique, alors peut-être que, bon, par définition, les TND et les TDAH font partie des atypiques, parce que c'est un trouble du neurodéveloppement, mais peut-être qu'ils se sont interrogés sur la question des habiletés sociales. Est-ce qu'il y avait autre chose associée ou pas? Je ne pourrais pas vous répondre. En tout cas, il faut répondre. Quand c'est comme ça, il faut réagir et prendre en charge les dimensions qui posent problème. Peut-être qu'il a un peu plus besoin de travailler sur les habiletés sociales qu'un TDAH ordinaire. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis atypique. Et peut-être qu'il a un trouble anxieux important aussi associé. Donc, à voir. En tout cas, c'est probablement pas le TDAH classique avec une hyperagitation motrice, etc. Question de Flowerzen, diagnostic au potentiel avec un TDAH, hyperactivité émotionnelle. Elle n'a pas de traitement adapté à son état, mais suivie par des psychiatres. Alors moi, je ne peux pas juger du traitement adapté ou pas, mais la question du HPI et du TDAH, c'est une question aussi intéressante. Beaucoup de TDAH sont sous-diagnostiqués. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu un diagnostic de HPI. Et le HPI, c'est l'arbre qui a un peu caché la forêt. C'est quand même un peu dommage. Et c'est d'autant plus compliqué que le HPI lui a permis de surcompenser ses difficultés. Mais ça n'empêche pas que, malgré de bonnes performances, c'est des personnes qui s'épuisent du fait du besoin de masquer, de surcompenser. Le HPI permet ça, de développer encore plus de stratégies d'adaptation, mais au prix de beaucoup d'efforts, d'une grande fatigabilité. Donc, le HPI est une force pour le TDAH et un inconvénient, entre guillemets, dans le sens où il va retarder le diagnostic. C'est bien dommage que les gens qui aient diagnostiqué ça n'aient pas vu le TDAH, en effet. Donc, d'où besoin de former à grande échelle cette question du TDAH, qui, encore une fois, quand on dit c'est très à la mode, c'est très à la mode, c'est très à la mode, les premières descriptions, c'est 18e siècle, début du 20e, c'est quand même très, très, très vieux. Hein. C'est à la mode, mais depuis très longtemps, en fait. Hein. On en parle beaucoup plus. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est pas qu'on se donne. Pourquoi jusqu'à maintenant, on n'en a pas parlé? C'est ça la vraie question. Pourquoi jusqu'à maintenant, on n'en a pas parlé? Et donc, forcément, maintenant, quand il y a c'est plutôt
plutôt fréquent. Donc, s'il y a des questions, en fait, il y a tout intérêt à se faire diagnostiquer. Et pour justement rebondir sur le haut potentiel, juste une toute petite parenthèse sur le fait que ce serait pour moi le seul intérêt d'avoir un bilan au cours du diagnostic. C'est de comprendre parfois, bah oui, il y a un haut potentiel qui est associé à un TDAH et que c'est pour ça que ça peut masquer certains éléments du TDAH ou même on peut avoir des résultats où la personne, elle rapporte assez peu d'éléments inattentifs parce qu'en fait, elle arrive à développer tout un tas de stratégies qui compensent et plutôt que de dire non, il n'y a pas de TDAH, il n'y a rien, en fait, voilà, merci, au revoir. Ça peut être quand même une assez bonne. Ça propose à ce moment-là un bilan cognitif, un bilan neuropsychologique, comme une WISC pour les enfants ou une VICE pour les adultes. C'est vraiment dans ce cas-là que ça peut être intéressant, en fait. C'est pour voir s'il n'y a pas un haut potentiel associé. On arrive au terme du live. Est-ce que vous voulez continuer à prendre quelques questions ou arrêter? On peut aller jusqu'à moins quart parce qu'il y a des questions, mais c'est comme vous voulez. Les questions sur les médicaments, je vous invite à les poser lors du live sur le traitement et la prise en charge qui aura lieu, c'est le 3e, je crois. Je pense qu'on a un peu répondu, je crois, sur la question du bilan neuropsy. Pour moi, un bilan neuropsy doit être quand même motivé par une question particulière. C'est toujours un peu gênant d'avoir un truc très très flou. En général, quand on me demande est-ce qu'il y a un haut potentiel associé, bon ben voilà, la question elle est très dirigée et dans ce cas-là, c'est très clair qu'une VICE elle peut nous donner des réponses. Relever des troubles de l'attention, alors chez un adulte, parce que moi je travaille chez l'adulte, déjà c'est pas forcément spécifique à un trouble, à un TDA, donc en fait il peut y avoir des troubles de l'attention dans la personne qui est déprimée. Et d'ailleurs, pour une personne qui a un TDA, s'appuyer sur d'éventuels troubles de l'attention pendant que la personne elle fait ces tâches-là, c'est un leurre. Et chez l'adulte, il a trouvé des moyens de compensation qui font qu'il y a rarement des traces sur le bilan neuropsychologique, en tout cas rarement d'éléments qui nous font dire que oui, il y a des troubles de l'attention, mis à part tout ce qu'on peut observer en dehors des tâches. Et donc, voilà, ça remet vraiment en question... un de mes professeurs qui disait, moi, je préfère remplacer parfois les bilans TDAH par 2 heures d'entretien. Bah, vraiment, je crois que parfois, ça se justifie, en tout cas, dans ce contexte. Ouais. Alors, ça peut paraître surprenant, mais le bilan de neuropsy, c'est nouveau. Ça peut être ludique. Si la neuropsycho est très bienveillante dans une relation duel, l'attention peut être de qualité. Et donc, on sait qu'à peu près un bilan sur 3 est normal. Donc, c'est un peu dommage. Pour répondre à la psychomote et à l'orthophonie, on n'en a pas parlé, le TDAH est souvent associé à des troubles des apprentissages qui font aussi partie des TND, des troubles du neurodéveloppement. Donc attention à des troubles de la coordination motrice qui sont très fréquents chez le TDAH. Attention à une dyslexie visuo-attentionnelle qui peut être associée à un TDAH. Donc ne pas être focus sur un seul trouble. Et on l'a dit, la règle, c'est au moins un autre trouble associé si ce n'est pas un 3e. Alors ça ne peut pas être angoissant, mais au moins on a une vision globale du fonctionnement de l'individu et on peut proposer des prises en charge en fonction, bien sûr, des besoins. Très bien. Bon, je vous propose d'arrêter là et puis de prendre… on est désolé, on n'aura pas répondu à toutes les questions cette fois-ci. Et rendez-vous dans un mois, le 3e vendredi du mois de mai, du mois de juin, pardon, pour les questions et on sera très heureux d'y répondre. On sera avec le professeur David Da Fonseca et Pauline à nouveau. Oui. Merci à tous d'avoir participé. Merci David. Bon après-midi. Au revoir. Merci Samira. Au revoir. Bon après-midi à tous. Au revoir.